est 20h12 sur Europe 1. Régis Le Sommier est déjà installé dans ce studio et nous étions déjà en train de discuter, n'est-ce pas, avec Gabriel Cluzel qui nous a rejoint, donc Nathan Dever qui est présent dans ce studio. Évidemment, on a besoin de votre expertise et votre regard, Régis Le Sommier, au vu de ce qui se passe en ce moment et en direct en Israël. Je le disais, nouvelle attaque de missiles iraniens qui a commencé et les Israéliens s'attendent à une autre salve dans les heures qui viennent, au milieu de la nuit. On parlait ensemble, Régis Le Sommier, il y a un instant, vous avez écouté l'interview de Père de Jong, exactement, tout à l'heure. C'était mon premier invité sur Europe 1. On parlait de quelques semaines. Effectivement, les attaques de ce type, c'est-à-dire à coup d'échange de missiles balistiques, c'est pas des roquettes, hein. Des missiles balistiques, c'est pas des roquettes. Ça peut durer encore quelques semaines. Qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, le fait, pour résumer un petit peu la position, on va prendre de l'Iran d'abord. L'Iran est un pays immense, Israël est un pays tout petit. Donc pour les objets, c'est quand même une guerre. Vous l'avez évoqué avec Père de Jong tout à l'heure, inédite, qui se passe avec 2000 km de distance. C'est incroyable. À chaque fois, que ce soit l'aviation israélienne, les drones iraniens aussi qui arrivent le lendemain, les missiles et en particulier les missiles balistiques. Pour ce qui est de l'Iran, la vraie question, c'est qu'on ne sait pas exactement combien l'Iran possède de missiles balistiques. 10 000. Alors on dit 10 000, certains disent peut-être 20 000. Le fait est que depuis 2003, en fait, tout ça a commencé avec la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord qui a commencé à donner à l'Iran des missiles balistiques. L'Iran les a développés, les a étudiés, a commencé à les fabriquer chez elle, et elle a décidé, Téhéran a décidé de mettre l'accent particulièrement sur les missiles et de négliger, on va dire, l'aviation et la marine, c'est-à-dire le conventionnel. Et donc ils se sont mis à étudier, à développer, à fabriquer à la chaîne. Je me souviens d'un dignitaire iranien qui disait nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. C'est-à-dire qu'ils en ont fabriqué quantité, ils ont creusé des choses au cœur de leur montagne qui sont absolument inaccessibles, des silos à partir desquels ces missiles peuvent être tirés. Ils ont aussi des porteurs mobiles, des camions qu'ils déploient. Et le problème, c'est que, on l'a vu hier soir, il y a aussi des types de missiles différents. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé de l'hypersonique hier soir contre Haïfa en particulier, contre la raffinerie d'Haïfa. Et utilisant de l'hypersonique, en fait, ils ont à peu près 15 variétés de missiles différents. Et le problème aujourd'hui, c'est de dire, on peut dire oui, effectivement, ça, ils vont s'épuiser, ils auront pas de ravitaillement, alors que les Américains, on peut penser, ont commencé à fournir des munitions. Il y a des avions cargo américains qui se sont posés aujourd'hui sur les aéroports israéliens. Donc les Israéliens peuvent compter là-dessus, même si les États-Unis ne s'impliquent pas. On l'a vu, on pourra en parler. Et la vraie échéance, elle est là, c'est-à-dire de savoir combien de temps ça peut durer, combien de temps aussi va-t-il falloir à l'aviation israélienne pour dégrader durablement l'appareil militaire iranien. Alors ça, on sait qu'ils ont été aidés formidablement par le travail qui a été fait au sol par le Mossad. Le Mossad a quand même réitéré l'opération qu'avait fait le SBU ukrainien contre les bombardiers stratégiques en Russie, c'est-à-dire de développer une base de drones au cœur même de l'Iran. C'est-à-dire, et en la maintenant secrète, aujourd'hui on sait qu'ils ont ciblé un certain nombre de militaires de haut rang qui ont été là récemment. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution a été assassiné, ça a été annoncé par Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Et vous avez aussi les scientifiques du programme nucléaire qui ont été assassinés, certains dans des explosions à la voiture piégée au cœur de Téhéran. Donc vous imaginez ça un peu le dispositif. Des portables, des beepers. Exactement, il y a de ça, et puis il y a plein d'autres choses, et surtout cette capacité de pénétrer l'appareil sécuritaire iranien. Là, les Israéliens... Le chef du renseignement a été tué aussi, aujourd'hui, et son avion. C'est ce que je disais, voilà. Ouais. Et là, on a vraiment une réussite du Mossad. Maintenant, bombarder un pays truffé de montagnes, qui a passé son temps à enterrer ses programmes militaires
et son programme nucléaire, parce que le programme nucléaire, on dit Natanz, vous l'avez annoncé tout à l'heure, qui est on va dire l'endroit de l'enrichissement historique de l'uranium iranien, a été détruit en surface. Maintenant, seules les bombes des États-Unis pourront accéder à ces sites. Alors, excusez-moi. Je peux faire un petit. Non, Régis, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dites-moi. C'est très particulier. Tout à l'heure, nous étions en ligne avec une jeune femme qui habite à Batiam et qui a été obligée, son téléphone s'est mis à hurler en direct et qui était obligée de couper très rapidement pour aller se mettre aux abris. Exactement. Nous avons réussi et j'avais promis aux auditeurs d'Europe 1 que dès qu'elle serait joignable à nouveau, nous prendrons de ces nouvelles. Allez-y. Nous allons prendre des nouvelles de Judith. Voilà. Judith est avec nous. Judith, vous nous entendez? Vous êtes à Batiam. Oui, je vous entends. Oui. Vous nous avez quitté un peu rapidement tout à l'heure et nous étions très inquiets pour vous. Comment ça va et est-ce que vous êtes sorti des abris? Que s'est-il passé? Oui, ça y est. Écoutez, j'étais en bas de chez moi, j'ai entendu la sirène. Je suis montée déjà pour prévenir mes enfants, mes parents, parce que comme je vous ai dit, mes parents, elles sont actuellement chez moi avec mes enfants, mes petits-enfants. Donc on est tous sortis dans les escaliers parce que nous n'avons pas d'abri. Donc on s'est mis en fait à l'abri dans les escaliers et on a attendu d'entendre les explosions pour attendre 10 minutes et pouvoir sortir pour nous, c'est notre abri, c'est nos escaliers, quoi, parce qu'on n'a pas autre chose. Il y a eu des explosions à Batiam, vous en avez entendu? J'ai entendu, pas aussi fort qu'hier, parce qu'hier ça a été terrible. Hier, ce qu'on a entendu, c'était moins fort, mais apparemment ça a explosé sur Haïfa, et pourtant Haïfa est assez loin de Batiam, et on a entendu quand même des explosions. Là, actuellement, il y a le feu à Haïfa. Et il y a le feu à Haïfa, d'après ce que vous voyez peut-être sur la télévision israélienne, c'est ça? Exactement. Donc de feu à Haïfa, donc il y a bien eu des impacts d'après ce que vous nous dites. Une chose encore, et évidemment on ne va pas vous retenir longtemps parce que votre sécurité est une priorité. Judith, on redoute de nouvelles salves de tirs cette nuit. On sait qu'il y en aura. En fait, on a dormi un petit peu dans la journée parce qu'on sait que ce soir ça va être... En fait, c'est tous les soirs, tous les soirs depuis vendredi. C'est tous les soirs, on a des salves de roquettes qui tombent sur tout Israël. Voilà. Et c'est très traumatisant, très très traumatisant, vraiment. On imagine ce que vivent les Israéliens. Et on a une pensée évidemment pour vous. Merci Judith, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci à votre vous. sécurité, celle de votre famille, est évidemment une priorité absolue. On a aussi une pensée, et je le dis à chaque fois, pour la population iranienne qui subit le régime des mollahs et qui n'a pas les moyens de se protéger, comme la population israélienne, qui elle a eu des dirigeants qui ont pensé d'abord à protéger sa population civile avec le dôme de fer et les miklats. Ce n'est pas le cas de la population iranienne à qui on conseille de descendre dans le métro. Donc ils n'ont pas de moyen de se protéger des frappes. C'est pas la même histoire et on ne peut pas les joindre. Et je le redis aux auditeurs d'Europe 1, j'adorerais pouvoir joindre la population civile iranienne, mais ce n'est pas possible à cause du régime qui est à la tête de ce pays. Je vous le dis, moi, Régis Le Sommier, je trouve ça épouvantable. On pense aux Iraniens qui est un peuple merveilleux, qui est un peuple plein de culture et qui subit l'enfer à cause de ce régime. Et puis surtout, en termes de... Moi, j'ai eu la chance de me rendre en Iran il y a 2 ans et de pouvoir y passer une dizaine de jours. C'était au moment du soulèvement des femmes à propos du voile. Et à cette époque, j'ai compris ce qu'était un blackout médiatique. C'est-à-dire que toutes les applications, tous les accès au VPN, vous savez, quand on est à l'étranger comme ça, on peut pas avoir accès aux réseaux locaux, etc., parce qu'ils sont fermés par le pouvoir, on passe par un VPN qui se trouve à l'étranger, qui nous permet d'accéder à Internet. Eh bien, le pouvoir iranien était très très fort pour complètement verrouiller tout ça. Et dès qu'il y avait les manifestations, il n'y avait plus du tout d'accès au reste du monde. C'est quelque chose que j'ai été pas mal de fois en Russie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans d'autres pays. Vraiment cette capacité peut-être, mais en tout cas, faut pas non plus. Là aussi, c'est souvent la question qu'on se pose. On dit mais comment ils arrivent à faire des missiles, etc. Ils sont pas non plus complètement idiots. On a souvent tendance à les considérer comme des arriérés, et en fait, l'Iran est quand même une nation, vous dites une nation formidable, mais une nation de scientifiques avec une tradition justement dans ces domaines-là
que évidemment le régime actuel a mis à profit pour faire son programme d'armement. Juste avant d'avoir Judith, Régis Le Sommier, nous évoquions la position des États-Unis. Donald Trump a été clair. Il n'exclut pas effectivement que l'armée américaine entre dans la danse, c'est ce qu'il a dit dans une interview à ABC. Et il est aussi favorable à l'idée que Vladimir Poutine joue les médiateurs entre l'Iran et Israël. C'est possible ça ? Alors écoutez, évidemment, Poutine s'est fait le parrain de l'Iran depuis un petit moment. Il avait donné des systèmes de défense antiaérienne, notamment depuis l'époque en octobre dernier, on l'a oublié, mais l'armée israélienne avait mené des frappes sur ces installations de défense antiaérienne iranienne. Donc les Russes ont fourni du matériel, mais on va dire que 80% du matériel iranien est fabriqué par les Iraniens. Ils ont quand même une sacrée expertise aussi à ce niveau-là. Maintenant, sur la question de Trump, je pense que Trump essaye d'utiliser la situation présente pour faire pression sur l'Iran, pour revenir à la table des négociations sur le nucléaire. Il veut son deal nucléaire et c'est comme ça qu'il pense qu'il pourra arrêter la guerre. Ça fait des années qu'il y a des deals nucléaires qui n'aboutissent pas, Régis. On n'est pas d'accord ? Oui, mais ça fait aussi des années qu'on dit que le régime en Iran va changer de l'intérieur. Ça fait 40 ans qu'on entend ça et il n'a toujours pas changé. Ça bouge pas. Donc ça aussi, il faut voir les choses. Et on espère que les Iraniens auront un futur meilleur, mais on a aussi derrière la tête l'exemple des Irakiens, l'exemple des Afghans, où après 20 ans d'intervention occidentale, pour ce qui est de l'Irak, on a eu Daesh, et pour ce qui est de l'Afghanistan, on a eu les talibans. Donc voilà. Donc là, oui, on espère bien sûr pour l'Iran. Je peux vous dire, des gens absolument brillants et absolument, on va dire, surtout les femmes. Moi, j'ai trouvé que j'étais de ce séjour en Iran, j'ai été surpris par la capacité de parole des femmes, notamment par rapport. Je fais pas de jugement de valeur, mais je connais bien les pays arabes et les femmes n'ont pas une aussi grande liberté que les Iraniennes et une aussi grande manière d'expliquer justement pourquoi elles combattent, et cette histoire de voile passait bien au-delà d'un simple voile. Il y avait toute la question d'être soumis à l'autorité du père, du mari, de pas pouvoir avoir un passeport, de comment que lui puisse divorcer. Enfin, tout le code familial est régi évidemment par la charia, et ces femmes-là, dans le symbole du voile, il y avait ça, il y avait une manière de se libérer. Mais voilà, donc on est face effectivement à des gens d'une qualité incroyable, mais qui aussi sont traumatisés par les interventions étrangères. Quand il y a eu l'histoire de l'Iran en 53, par exemple, c'est un coup d'État de la CIA qui remet le Shah au pouvoir. Ensuite, après, il y a l'ayatollah Khomeini, qui est autre parenthèse qu'on a reçu, hébergé, nourri en France. La rue de l'ambassade de France à Téhéran s'appelle rue Nofle-le-Château. Voilà. Et donc, en souvenir, c'est tout ce qu'on a gagné dans l'histoire. On n'a rien gagné d'autre, mais une rue. Mais si vous voulez, c'est nous qui l'avons, et à l'époque, il était célébré dans des journaux que je vais pas citer comme un grand démocrate, etc. Quel journal ? C'était Le Monde qui était en pointe sur Khomeini. C'était la révolution verte, la révolution. Mais vous savez, Khomeini avait à l'époque réussi à s'attirer les communistes, tous les progressistes d'Iran aussi. Donc, mais quelque part, les manipulations venues de l'extérieur, les Iraniens n'aiment pas. Donc, attention un peu à pas projeter des choses. Et oui, il y aura peut-être des mouvements. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses qui apparaissent, même si on sait qu'une grosse partie de la population s'est éloignée du pouvoir. Une grosse partie de la population n'est plus aussi tant sur l'emprise des religieux. En Iran, il y a une désaffection de la pratique de la foi dans les mosquées qui inquiète beaucoup le pouvoir, puisque c'est un pouvoir théocratique basé sur les mollahs. Et effectivement, ça, c'est des choses qui sont dans la réalité sociétale de l'Iran. Une question encore sur l'Iran. Est-ce que l'Iran a un soutien militaire ? Et si jamais c'est le cas, de qui ? L'Iran a des soutiens militaires, mais avec un pays qui ne lui donne pas des choses de façon gratuite, on peut dire, ou en tout cas pour l'aider, ou mais pour faire du business, qui est la Chine. Par exemple, dans le cadre de l'enrichissement de l'uranium, les gaz utilisés pour enrichir l'uranium, on sait que l'Iran est à peu près à 60% de l'uranium enrichi à 60%. Si elle passe à 80%, elle pourra
confectionner au moins 3 bombes atomiques, c'est ce qu'on estime. Le gaz fourni, c'est les Chinois qui le fournissent, et les Chinois sont le partenaire qui écoule à peu près 40% de la production de pétrole iranien, évidemment en contournant totalement toutes les sanctions imposées par les Américains. Donc là, vous avez un allié, vous avez le Pakistan aussi, qui a l'arme nucléaire, qui a dit être solidaire absolument de l'Iran. Vous avez quand même un axe qui est en train de se créer. J'ai dit la Russie. De l'autre côté, vous avez Israël avec les États-Unis. On est quand même un peu dans de la guerre froide 2.0 qui est en train de se mettre en place avec Donald Trump qui essaye de faire venir Poutine dans l'histoire, parce que je pense que Donald Trump envisage toujours, il est toujours bec et oncle acharné à vouloir faire la paix en Ukraine, à vouloir faire du business plutôt que la guerre, c'est ce qu'il a dit, et aujourd'hui, il essaye d'avoir son accord sur le nucléaire et d'empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique. Tout ça prendra du temps, donc c'est une question de semaines. Je voulais juste ajouter que l'ambassadeur d'Israël en France, qui a été mon invité hier soir, précisait bien que l'intention d'Israël n'était pas de faire tomber le régime des Mollahs. Ouais. Il l'a répété. Non, mais c'est vrai que c'est au peuple iranien de se rebeller. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais vous ne on va dire, vous ne décapitez pas l'appareil, on va dire, les têtes du régime. Alors, ils se sont pas attaqués au guide suprême. Est-ce que vous pensez qu'ils iront jusque-là? Est-ce que c'est une éventualité? Il y avait une rumeur cet après-midi, j'ai pas eu le temps, pardonnez-moi, j'ai pas fait mon travail. De la vérifier, donc ce n'est qu'une rumeur. Non, mais comme quoi Donald Trump n'aurait pas donné, aurait fait une sorte de... Voilà. Parce que vous savez, les Américains jouent un jeu très, on va dire, très ambigu là-dedans, puisque ils ne participent pas officiellement, mais quand il s'agit d'intercepter les missiles iraniens, ils sont là. Comme les Anglais, les Britanniques d'ailleurs. Comme les Britanniques, mais les Britanniques veulent encore, vous savez, c'est comme l'Ukraine, veulent toujours être plus royalistes que le roi. Donc les Britanniques, on pense envoyer des avions, pense envoyer des forces armées. Bon, on verra, mais en tout cas, les Américains sont là pour approvisionner Israël. On sent bien aussi qu'Israël, faire voler 200 avions en une nuit, c'est inimaginable, c'est du jamais vu. 200 avions pour faire des frappes en une nuit, tout ça, on peut pas le faire éternellement. Israël a beaucoup de moyens, mais reste une petite nation, et sans l'aide du grand frère américain, les choses pourraient s'arrêter très vite. Donc Donald Trump a l'impression, justement, qu'il a joué une carte, et qu'il est peut-être en train, et il voudrait en récupérer les dividendes. S'il obtient le retour des Iraniens à la table des négociations sur le nucléaire et qu'il obtient un deal, peut-être que là il pourrait arrêter la guerre, et on verra. Maintenant, Poutine peut faire pression sur les Iraniens pour les faire revenir à Mascate, parce que tout ça se passe au Sultanat d'Oman. C'est absolument passionnant ce qu'on vit, mais tragique évidemment. On est dans le retour de l'histoire, et on se le prend en plein visage. Voilà. Bon, peut-être un mot, Nathan Devers, un mot. Quelques petites remarques. La première, je crois que ce qui est en train de se passer doit être mis en perspective par rapport au fait que depuis le 7 octobre, c'est pas pour faire de l'ossitation, mais je l'avais dit un peu après, il m'avait semblé qu'on n'était plus dans le conflit israélo-palestinien, qu'on venait à une autre étape. Vous avez raison, Nathan. Parce que longtemps, ce conflit, il a été appelé le conflit israélo-arabe. Et en fait, depuis le 7 octobre, on est dans une logique, et d'ailleurs c'est le projet de Netanyahou depuis très longtemps, qui allait vers l'Iran. Et là, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est précisément cela. C'est que l'Iran a été attaqué à travers ses proxys, et que là, on arrive à un moment en un sens de vérité. Première remarque. La deuxième, c'est que c'est quand même frappant de voir que l'armée israélienne, qui a eu beaucoup de mal à vaincre le Hamas, qui ne l'a pas tout à fait vaincu, alors que c'est un petit groupe, pas extrêmement bien armé, avec peu de moyens, a fait aussi bien au Liban avec le Hezbollah, qu'en Iran aujourd'hui, des choses qui sont des prouesses, mais précisément parce que c'est pas l'armée qui avait la main, mais les services de renseignement. Il y a cette blague qui dit qu'après Tel Aviv, la ville où on parle le plus hébreu, c'est Téhéran. Et cette blague s'est un peu vérifiée depuis ces quelques jours. Et la vraie question, je crois, et à mon avis, les 48 heures qui vont arriver seront déterminantes, c'est en effet celle que Régis a soulevée. Un régime... Alors, Israël a frappé vraiment le chef des renseignements. Il a frappé le chef de la police qui réprime les émeutes. Mais est-ce que les Iraniens vont se lever contre le régime, sachant qu'ils avaient cette peur, ou est-ce que ça va réactiver, comme pendant la guerre Iran-Irak, une sorte de sentiment nationaliste et de refus de l'agression extérieure? Toute la question est là, et les 48 heures, et un peu plus aussi, vont y répondre. Merci beaucoup. Merci infiniment, Régis Le Sommier, d'être venu dans ce studio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nathan Devers, Gabriel Cluzel, vous restez évidemment avec moi sur ce plateau. On a beaucoup de choses à dire. Il est 20h31, on est un tout petit peu en retard.